Voici une nouvelle vidéo qui va concerner toujours le théorème de la circulation, mais cette fois-ci, je vais prendre pour un champ quelconque. Voilà, un champ quelconque. Donc, on n'a plus affaire ici à un champ constant. Hein. Le champ est quelconque. Il faut tout réadapter la philosophie du traitement pour élaborer le théorème de la circulation, parce que bon, le contexte n'est plus le même. Le contexte n'est plus le même. On n'a plus un champ quelconque. On n'a plus un champ constant. On a un champ quelconque. Bon, on aura toujours ces fameux concepts de mécanique avec bon, des notions infinitésimales, bien sûr. Vous aurez compris qu'il faut décomposer. Alors, quand je dis décomposer, c'est on va décomposer le travail. Hein. Bon, ici, on va voir des notions. Ici, c'est d'évaluer voilà, la circulation d'une charge au travers d'une courbe, d'une ligne ou d'une courbe d'un point A à un point B. Et pour ça, bon, bien sûr, des forces électrostatiques dans un champ donné. Mais ici, le champ il est quelconque. Le champ il est quelconque. Alors il faut pour ça, bien sûr, faire une décomposition en travaux infinitésimaux et faire la somme de ces travaux infinitésimaux pour trouver l'expression du travail des forces électrostatiques. Il y a déjà une vidéo qui a été faite concernant donc, le théorème de la circulation concernant le champ dans un champ quelconque. Ici, je vais le faire. Enfin, dans un champ, le théorème de la circulation dans un champ constant a été établi. Ici, je vais faire le théorème de la circulation dans un champ quelconque. Alors, vous allez voir que on va aboutir au même résultat, mais par un procédé différent. Par un procédé différent, parce que ce n'est pas le même contexte. Alors, pour ça, je vais parler, revenir sur le champ, voilà, un champ constant, comment il est élaboré. D'abord, on a un champ constant dans une certaine zone ou un domaine qu'on appelle ici, c'est une périphérie qui est R. J'englobe voilà, une périphérie dans laquelle se trouve un champ constant. Bon, ça c'est un champ constant. Les vecteurs sont de même norme, même sens et même direction. Voilà, ça, en tout point, bien sûr, de la zone périphérique. À l'intérieur de la zone périphérique, ici je vais appeler R la zone, en son sein, ben, je veux dire, on a tous des vecteurs constants. Alors, comment avoir des vecteurs constants? Mais la meilleure façon de procéder, c'est de mettre deux plaques planes, alimentées, bien sûr, par un générateur, bien sûr, c'est parce qu'on est à une époque moderne, mais il fut un temps, il faisait des frottements, voilà, il faisait des électrisations par frottement, par contact et par influence, alors que maintenant on a des sources de tension, donc on applique d'un côté du positif et de l'autre côté du négatif. Bon, ceci étant dit, à l'intérieur on aura un champ constant. Quand on commence à voilà, se mettre aux extrémités, si on se place à des points extrémités, le champ n'est plus tout à fait constant. Il est constant, voilà, au sein des deux plaquettes parallèles. C'est des plaquettes planes et parallèles, bien sûr, elles sont conductrices parce que ce sont des plaquettes métalliques. Et donc, il y a accumulation de charges d'un côté, de l'autre, et donc on a un champ qui apparaît. Et donc maintenant, on peut venir placer une petite charge petit q. Alors ça, c'est la... Qu'est-ce qui va créer ça? Ben, c'est les charges positives ici, q+, et les charges négatives, q-. Bon, et en dehors, bien sûr, le champ, il est comme ceci. Hein. Enfin, les lignes de champ. Les lignes de champ sont comme ceci. Et le champ, le vecteur champ électrostatique est tangent aux lignes de champ. Donc ici, les lignes de champ ici sont parallèles, mais le vecteur champ électrostatique, il est aussi parallèle, puisqu'il il apparaît comme ceci. Bon, mais ça, c'est quand on avait un champ parallèle. Alors, quand on avait un champ parallèle, ben, voilà, on étudiait la circulation. Bien sûr, après avoir mis un condensateur, un gros condensateur, par exemple ici, pour avoir le champ, comme je viens de vous montrer, vous avez du plus et du moins, une plaquette avec du moins, une plaquette avec du plus, vous créez voilà, ce champ électrostatique qui est constant. Donc en toute cette zone R, le champ est constant. Bon, je mets qu'un seul vecteur et puis après, je fais une circulation d'une charge Q qui va aller de A à B en prenant Q qui est positif, de façon à ce que le vecteur ait le même sens que E. Alors une fois qu'on a ça, ben là, j'étudie voilà, la circulation de la charge Q le long de la ligne.
Bon, et là, il y a tout un développement mathématique qui se fait par le calcul infinitésimal et qui fait en sorte qu'on étudie la somme, voilà, des charges élémentaires pour avoir, enfin, la somme des travaux élémentaires effectués par la force E dans le champ E pour trouver le travail de A à B. Alors ça, c'est une élaboration qui est faite et en finalité, on finit par retrouver euh, cette expression. Ça, c'est AK, c'est voilà, la distance. Voilà, on retrouve une expression comme celle-ci. Donc, le travail de AB est égal à Q fois E fois Z2 moins Z1. Alors, si je définis le potentiel, euh, euh, voilà, ça c'est dans un champ constant, on a ceci. Ça, c'est toujours le travail. Et là, vous voyez que je n'ai pas pris deux axes, un seul axe suffisait parce que suivant le champ, on a une valeur, voilà, de travaux, mais les travaux perpendiculaires au champ sont nuls. Donc on ne prend pas de hauteur. La hauteur n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est pour aller dans le sens du champ. C'est la distance dans le sens du champ et pas la distance dans le sens de la perpendiculaire au champ. Parce que ça fait 0. Je vous rappelle, ici, on a un champ constant. Alors quand on a fait tout ça, ben, on a cette formule-là, le travail c'est Q fois E. E c'est un champ constant, les forces sont constantes. Ici c'est une analogie avec le champ gravifique et le champ, voilà, le champ électrostatique. C'est des analogies, donc comme on a des analogies au niveau force, ben, on en a des analogies au niveau travail et donc au niveau du potentiel. Voilà, donc on a une énergie potentielle pour aussi bien les champs gravifiques que pour tout ça, ça a été vu. Hein. Et donc l'expression, elle est là. Ce qui donne euh, en finalité, ce qui donne la formule que voici. Donc on a le travail de A à B dans un champ constant, c'est-à-dire les forces sont constantes ici. Q fois VA moins VB égale Q fois UAB. Alors, je vous demande d'aller voir la vidéo si vous voulez comprendre tout ça, parce que bon, ça a été développé. Je ne vais pas le redévelopper ici parce que ça a pris du temps. Je vous ramène au résultat. Si ce n'est qu'ici, le travail, comment il a été fait, je vous l'ai dit, euh, il a fallu placer un axe OZ dans le sens voilà, de ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire dans le sens du champ. Et à partir de là, ben, on fait une décomposition vectorielle, sachant qu'on a un champ constant, donc une force électrostatique constante. Et donc, si la force électrostatique est constante, ben, vous voyez que la formule ici, FE, somme de FE fois DH, comme il est constant, ben, je peux le faire sortir voilà, du signe, je peux le faire sortir du signe sommatoire. Voilà, on aura FE, d'ailleurs il est là, je l'ai fait sortir du signe sommatoire. Alors ça c'est du fait que voilà, il y a beaucoup de particularités quand le champ est constant. Ben, bien sûr, je vous rappelle que le champ constant est créé par deux plaquettes. Hein. Deux plaquettes, je veux dire, on a mis des charges à droite et à gauche, des plus et des moins, pour créer un champ constant. Hein. Donc la meilleure façon d'avoir un champ constant, c'est de mettre deux plaquettes planes conductrices parallèles pour lesquelles on alimente par une force électromotrice. Et là, quand on a un champ constant, ben, la force elle est constante et donc il peut sortir du signe sommatoire. Donc ici, je n'ai pas fait d'intégrale ici. Je n'ai pas fait d'intégrale parce que quand vous faites somme de DH, FE, c'est une constante, il peut sortir du signe sommatoire. Et la somme de DH, mais ça fait une longueur complète. Hein. Somme de DH, ça fait, c'est tout le vecteur AK qui va de Z2 à Z1. C'est-à-dire de, voilà, de là à K. Je vais mettre le K. De A à K, vous avez une certaine distance qui est H. Une distance, bien sûr, qui est la distance prise parallèle au vecteur E, parce que celle perpendiculaire, ça va s'annuler, ça va donner 0. Il n'y a pas de travail concernant la distance qui va aller comme ceci, de A à B, de A à B en hauteur. On n'évalue pas ce différentiel AB, puisqu'en fait, le champ n'a qu'une seule direction, donc il n'y a pas de travaux qui vont se faire, puisqu'il n'y a pas de champ vertical, donc il n'y a pas de distance de déplacement vertical. Il n'y a qu'une composante, si vous voulez, en suivant la direction de E.
Voilà, ça, il faut bien comprendre ça. Alors, tout est fait de manière sommatoire par ce qu'on appelle les différents calculs différentiels, somme de travaux élémentaires, ça fait la somme, ça fait le travail total de A à B de la force électrostatique. Bon, mais il y a des particularités parce que ici le champ est constant et la force peut sortir du somme sommatoire. Alors maintenant, je vais adopter une autre stratégie qui n'est plus la même. Le système va tout va être chamboulé, mais les résultats vont rester identiques. Vous allez voir que les résultats vont rester identiques parce que le théorème de la circulation, qu'il soit bon, dans un champ constant ou dans un champ quelconque, mais c'est pas ça qui va changer. Et c'est là que je vais adopter maintenant ma nouvelle stratégie pour adapter et calculer le champ, enfin le travail euh, dans un champ, on va dire un champ quelconque. Alors pour ça, je vais mettre une charge Q qui va bien sûr évoluer suivant une trajectoire. Voilà, une trajectoire donnée. Alors maintenant, je ne vais pas mettre dans un champ où on va mettre des condensateurs parce que ça me donnerait un champ constant. Alors je vais bannir ce système-là. Je vais aller chercher tout simplement une charge Q dans l'environnement. Alors, donc, celle qui va circuler, bien sûr, c'est la charge témoin Q. Et celle qui est la charge source, elle est ici à l'origine ici. Voilà, ça, c'est la charge source. Et maintenant, quand la charge petit q serait ici, alors supposons que les deux charges soient de signe, de même signe, ben on va voir un vecteur qui va aller, bien sûr, vous connaissez comment on fait, bon, si la charge est là, on aura un vecteur E qui est là. Donc vous voyez que la philosophie n'est tout à fait le même. Si maintenant la charge est arrivée ici, voilà, Q, ben, il faut relier la charge grand Q à plus Q, voilà, pour mettre le vecteur. Donc vous voyez que ici, le champ il va varier en direction. Le champ varie en direction. Le champ varie en direction, donc on a un champ quelconque. Il va varier en direction. Maintenant, je ne dis pas qu'il va varier. Les distances vont varier aussi. Les distances vont varier parce que la distance pour aller de haut, ici, de haut au point là, n'est pas la distance pour aller de ce point là à ce point X. Donc la philosophie n'est plus comme un champ constant. Dans un champ constant, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait deux plaques. Voilà, on allait chercher le champ constant. Alors ces plaques, c'était les charges sources qui permettaient de créer le champ. Et à l'intérieur, on mettait une charge et on faisait circuler la charge, voilà, d'un point A à un point B. Voilà, et ça, le théorème de la circulation donnait les formules que je vous ai trouvées, que je vous ai données il y a un instant. Donc vous voyez que le champ ici est variable parce que les distances varient, et en plus de ça, le champ n'est plus constant, il est plus parallèle, il est plus de même, de même sens, il est même plus de même intensité parce qu'ici l'intensité varie puisque la distance varie. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer le théorème de la circulation pour aller de A à B. Et là, la philosophie est complètement changeante parce qu'auparavant, ben, j'avais besoin d'un axe, non pas Y de hauteur, parce que comme le champ ici, le champ, il n'y a pas de champ vertical, mais j'ai pas besoin d'un axe vertical. Par contre, comme le champ était horizontal, j'avais besoin d'un axe horizontal. Voilà, c'était ça la particularité. Mais ici, tout est changeant. Je ne peux plus travailler avec des axes XY parce que vous voyez que, euh, euh, regardez bien, si je prends, il va débuter ici. Voilà, mon vecteur ici, il est là. Il va débuter en A. La charge, elle est là. Ensuite, il va suivre comme ceci. La charge va faire ceci. Alors, vous voyez que l'origine est toujours en haut. Et l'extrémité suit la courbe, bien sûr. Et il doit se retrouver, voilà, en B. Et en B, il aura terminé. Il aura été de A à B. Donc ça, c'est la charge. La charge Q va faire ça. Et bien sûr, elle va induire bon, des forces électrostatiques. Enfin, il va induire un champ électrostatique. Et bien sûr, des forces électrostatiques.
Alors si vous prenez voilà, si Q est positif, on aura, de toute façon, que ce soit Q positif ou négatif, la force aura même direction et même sens que E. La force aura la même direction et même direction et même, voilà, on va travailler ici, bon, on va avoir une force électrostatique. Voilà. Alors, contrairement à auparavant, je ne vais pas travailler ici avec une force fois. Je ne vais pas aller vers, je veux dire, le plus basique des choses, parce qu'ici, je peux directement travailler avec le champ. Plutôt que travailler avec la force, je travaille directement le champ. Voilà. Donc c'est une simplification que je vais faire. À la place de travailler directement avec une force pour trouver un travail, c'est une force pour un déplacement. Ici, je vais directement faire un champ fois un déplacement. Alors, avant toute chose, je vais exprimer certaines informations. Sachez que l'expression du champ coulombbien en un point montre que les forces électriques, je m'excuse, que les forces électriques ne dépendent que de la position de ce point. Ça, vous le savez très bien. C'est comment, bon, je veux dire, voilà. euh, euh, j'ai expliqué tout ça. Je vous ai dit que le champ était euh, une grandeur locale. Grandeur locale. Donc, ça exprimait une force par unité de charge en un point localisé, en une position bien définie. Et ça enlevait voilà, le caractère à distance. On ne regardait plus la distance, hein. Bon, on faisait plus que référence. Ça, j'ai expliqué tout ça. On n'avait plus un concept local, mais un concept. Enfin, on avait un concept local plutôt localisé qu'un concept plutôt qu'un concept à distance. Mais on pouvait aller chercher ce concept à distance, il n'y a pas de problème, hein. Le concept à distance pouvait aller être recherché à n'importe quel moment, parce que si vous écrivez que le champ coulombbien vaut F est égal à K qui est 4 pi epsilon 1 sur 4 pi epsilon 0 qui vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Q1 fois Q2 sur R carré. Voilà. Alors là, vous avez Q1 et là, vous avez Q2. Voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle une charge source en O et en M, vous avez une charge témoin ou une charge d'essai. Bon, si maintenant j'isole, je fais K fois Q1 sur R carré, voilà, j'isole le problème, et je fais F sur Q2, ben, ça en fait c'est le champ. Si j'isole le système ici, ben, on peut avoir le champ. Le champ c'est ça. Donc ici, je peux calculer le champ en un point M quelconque. Maintenant, si vous voulez le concept à distance, vous allez rechercher la deuxième partie de la formule, hein. C'est toujours possible, hein. Alors, bon, à ce moment-là, il faut connaître la distance, mais on ne la connaît pas toujours, cette distance-là. Donc ici, on a plus affaire à un concept localisé qu'une interprétation, on va dire, à distance. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Ici, on fait abstraction bon, d'une quelconque vitesse. Bon, donc, ici, donc, on a ici des forces positionnelles, ce qui est la force électrostatique, par opposition aussi aux forces motionnelles qui dépendent d'une vitesse. Alors, qui dépend d'une vitesse, ben, ça, en électromagnétisme, hein. Si vous voulez le concept de force électromagnétique dans sa globalité, Fe égale Q fois E, plus une composante électromagnétique qui est V vectorielle fois le produit vectoriel de l'induction magnétique B. Voilà, et ça c'est le champ électrostatique. Et là c'est la composante, c'est la force électromagnétique qui comprend une composante électrostatique, voilà, plus une composante électromagnétique. Et ça, on a ici une force électromagnétique. Et donc, si vous n'avez pas de vitesse, si vous faites abstraction du
voilà, de la partie magnétique, c'est que vous avez qu'un champ électrostatique. Voilà. Et donc on n'a que ça. F est égal à QE. Et vous reconnaissez que E est égal à FE, qui sont les forces électrostatiques ici, sur Q. Voilà, donc ici on fait abstraction de la vitesse, et c'est surtout en électromagnétisme qu'on parlera voilà, de vitesse. Et donc ici, on considère que c'est un point de vue au repos, et donc la vitesse est nulle. Donc on est en électrostatique. Voilà, on fait abstraction que la vitesse, bon, on n'a pas de vitesse ici. Voilà, c'est une photographie à un moment donné. On se dit que bon, on étudie les forces, bien sûr les travaux, et voilà, les potentiels en un point. À un moment donné, on fait abstraction. C'est une photographie à un moment donné. On regarde pas les vitesses. Alors, il arrive souvent que les forces positionnelles jouissent de propriétés mathématiques privilégiées, en particulier celles, par exemple, que le travail développé par ces forces est indépendant de la forme de la trajectoire. Et justement, c'est le cas pour les forces électrostatiques. Alors, ça va être vrai pour, le champ électrostatique, parce qu'ici, je vous ai dit que dans le champ électrostatique, dans un champ constant, ben, c'était évident, je vous l'avais dit pourquoi, hein, bon, parce que j'avais fait intervenir le vecteur AB. Et le vecteur AB, ben, ouais, quel que soit le chemin, euh, ben, quel que soit le chemin qui était pris, hein, voilà, comme ça, hein, si je prenais un chemin comme ceci, ben, tout dépendait d'une projection du vecteur AB qui est là, hein, voilà, AB. Tout ça j'ai expliqué, c'est pour ça que bon, je ne vais pas redessiner tout ça, ni réexpliquer tout ça. Et donc il suffisait de projeter celui-ci, et donc c'était indépendant du chemin. Et ça dépendait que voilà de AB, vous voyez qu'il y a toujours AB ressortira, quelle que soit la trajectoire, on aura toujours E fois AB. Donc c'était indépendant du chemin, indépendant. Ça j'avais expliqué ça pour être dans un champ constant. Dans un champ constant, c'est indépendant du chemin. Et donc qu'est-ce qu'on avait? On avait Q fois E AB. Et donc le chemin là, c'était toujours dépendant d'une situation initiale et d'une situation finale. Q fois E fois Z2 moins Z1. Voilà. Et ça, c'est vrai tout le temps. C'est tout le temps vrai. C'est vrai même pour un champ quelconque. Pour un champ quelconque, bon, les forces électrostatiques ne vont pas dépendre du chemin. C'est-à-dire qu'ici, si je devais faire un autre chemin, euh, voilà, le travail que je vais calculer, mais il sera toujours le même. Voilà, il va dépendre que de A et de B. Voilà, c'est tout. Bon, donc ça, vous devez le savoir. Ça a été vrai quand je l'ai vu avec les forces électrostatiques dans un champ quelconque, dans un champ constant, mais ce sera vrai pour le travail des forces électrostatiques dans un champ quelconque comme celui-ci. Ici, le champ est variable. Hein. Une fois le vecteur il est grand, puis il est petit, puis il est voilà, et puis la direction elle est complètement changeante, etc., etc. Alors donc je définis soit une trajectoire euh, de A vers B qui est une trajectoire, qui est une voilà, c'est une ligne. Hein. Je dirais même c'est une trajectoire curviligne. Il y a voilà, des courbes là-dessus voilà, ça augmente, ça diminue, c'est curviligne, c'est courbe. Il y a voilà, un rayon de courbure, si vous voulez. Il y a un rayon de courbure là-dessus. Dans curviligne, on sous-entend voilà, un rayon de courbure. Bon, si j'avais mis une droite, le rayon de courbure est infini. Pour une droite, le rayon de courbure est infini. Bon, ici, j'ai mis un rayon de courbure variable. Un rayon de courbure qui est variable. Voilà. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Bon, si je prends le vecteur, je vais appeler ici le point A, OA, enfin ici je ne peux pas appeler A parce que c'est le point M ici. OM est un rayon de courbure. Ici, j'aurai OM'. OM' est aussi un rayon de courbure. Et donc, on a bien un rayon de courbure variable. Et si ce rayon de courbure est variable, on a bien une courbe variable. Et donc, on a une trajectoire curviligne. Et donc cette trajectoire curviligne, bien sûr, elle est arbitraire. Je ne l'ai pas choisie selon mes desiderata. Bon, elle est prise quelconque. Donc vous la prenez quelconque, du moment qu'elle va de A vers B, parce que la charge va évoluer de A vers B. Donc il y aura, je vous rappelle qu'ici, je vais calculer le travail. Le travail est égal à une force fois, c'est le produit scalaire d'une force fois un déplacement.
C'est une force fois un déplacement. Alors, bien sûr, je vais découper, je vais faire un travail infinitésimal. Alors, je vais découper cette fois-ci, comme j'avais découpé pour l'autre, j'avais découpé voilà, j'ai pris un vecteur. Oui, il y a un vecteur. Le vecteur force était ici. Je vous demanderai d'aller visiter encore le site, enfin la vidéo qui explique tout ça, euh, qui est établie. Bon, vous avez une force ici. Là, on a un élément que j'avais agrandi qui était un élément infinitésimal, qui était même infinitésimal. Pourquoi? Parce que c'est une différentielle, hein. Donc je l'ai mis en grand ici, mais cet élément différentiel est tellement petit. Voilà, tellement petit. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais décomposer ici aussi. Bon, alors ça, vous avez compris que ça, c'est une tangente, hein. C'est une tangente. Voilà, on se retrouve sur une tangente. Et là, on se retrouve, bien sûr, c'est la force qui est parallèle au champ électrostatique, parce qu'on a un champ électrostatique constant, donc la force est parallèle au champ. La force électrostatique est parallèle au champ. Donc ici, j'ai dû travailler avec, bon, pour faire une somme de travaux, de différentiels, j'ai dû faire, voilà, des FE fois des H, c'est-à-dire des forces fois des déplacements. Des forces fois des déplacements. Un produit scalaire, des forces fois des déplacements. Bon, comme la force était parallèle à l'axe, on avait FE, comme DH était parallèle à l'axe, au Z, donc on avait DH. Donc il suffisait de calculer FE DH. Bon, mais ici, j'ai pas d'axe Z. J'ai pas d'axe Z. Donc je vais décomposer. Alors, comment peut-on décomposer ça? Euh, pour ça, je vais décomposer en une composante qui est perpendiculaire. Je vais vous montrer ici. Je reprends voilà, perpendiculaire. Alors je vais décomposer en tous des éléments comme ceci, qui sont perpendiculaires l'un avec l'autre. Donc j'aurai une composante suivant le rayon. Donc ici j'ai un élément de trajectoire, hein. Un élément de trajectoire, c'est plus par rapport au différentiel, hein, des espèces de tangentes. Ici c'est ça va épouser la trajectoire. Ça va épouser la trajectoire. Bon, il faut que je fasse ça le mieux que je peux. De manière infinitésimale, ça va donner ceci. Je vais un petit peu agrandir. Voilà, supposons que la trajectoire fasse quelque chose comme ça. Bon, j'ai complètement raté. Bon, supposons que la trajectoire fasse plus ou moins comme ceci. Là, je vais aller rechercher un triangle qui va épouser la courbe. Voilà, un triangle qui va épouser la courbe. De telle manière à ce que je puisse décomposer. Bien sûr, c'est très petit. Ici, c'est pas infinitésimal, c'est pas des DL, hein. Autant j'avais utilisé des DL auparavant, c'est des infiniment petits. Voilà, autant maintenant je vais mettre des éléments très petits. C'est pas la même chose. Un élément très petit, un élément très infinitésimal, c'est pas le même. Donc ici, c'est une composante que je vais appeler azimutale. Et donc j'ai toujours, cette fois-ci, j'ai pas mon DL. Enfin, j'ai pas mon DL. Je n'ai pas un élément infinitésimal DL. J'ai un élément, on va dire, je vais travailler ici avec des écarts. Donc j'ai un D delta L. Un élément de longueur delta L. Donc c'est pas infinitésimal ici, hein. Je ne fais pas tendre vers 0 ici. Voilà. Alors le delta L, je vais le décomposer en delta P azimutal et delta R radial. Voilà. Donc je vais agrandir ça parce que pour bien comprendre ça, et donc bien sûr, je vais mettre un vecteur champ
ici. Voilà, vecteur champ, il est là. Bon, c'est vrai qu'ici, je devrais appeler E1. Ici, j'en ai mis 2, E3. Bon, c'est un champ variable. Hein. Sachez que c'est un champ variable. Si je vais considérer E, c'est un champ variable. Voilà. Bon, ce qui veut dire, si je devais agrandir ça, on a un bout de trajectoire qui n'est pas une infinitésimale, parce que ici, je ne travaille pas avec des DL, hein, contrairement à ce qui a été fait dans le champ constant. J'avais directement travaillé avec voilà, des infinitésimaux. Vous voyez ici, j'avais posé ici un infinitésimal, donc j'avais considéré déjà que j'avais pas un delta L, mais un DL. Donc ici, le delta L est vers 0. Donc, j'aurai ici un delta L, bah, bien sûr, avec une composante. Bah, si maintenant on a le centre ici, on a une composante comme ceci, et une perpendiculaire. Je vais rechercher la perpendiculaire comme ceci. Donc là, on a un angle droit. Là, on a l'azimutale. Et on a la radiale. On a un triangle rectangle, si vous voulez. Ici, on a ceci avec un angle droit, comme ceci. On a un angle droit là. Je vais mettre le vecteur delta P et le vecteur delta R et delta L. Voilà. Bien sûr, la charge grand Q se trouve en haut, ici au centre, et que bien sûr il y a le vecteur, je dois évaluer ce vecteur là, E. Tous les vecteurs E, voilà. Le champ est un champ variable ici. Je n'arrive pas à mettre les flèches correctement. Voilà, et ça c'est le champ. Alors, donc chaque élément de longueur est considéré comme un vecteur, hein, vous l'avez bien vu, delta L. Et donc il se décompose en une composante radiale et azimutale. En d'autres termes, je peux écrire que l'élément de longueur delta L est égal à delta R plus delta P, radial et azimutal. Alors maintenant, il faut considérer le travail, l'élément de travail dW effectué par le champ. Alors vous voyez qu'ici, je ne vais pas travailler directement. Je ne travaille pas directement avec la force, contrairement à ce que j'avais fait auparavant. Auparavant, j'avais travaillé directement avec la force. Le travail de la force, c'est voilà, la somme des travaux des forces. Voilà. Ici, on voit apparaître le champ fois H, mais bon, ça c'était à la fin des calculs que bon, il y a eu du développement derrière tout ça. Mais ici, j'ai travaillé avec la force, Fe fois delta H. Alors que maintenant, voilà, ici, vous voyez, ici, je pouvais sortir la force parce qu'elle était constante de la somme. Ici, on avait une somme. Comme je travaille directement avec un élément infinitésimal, bon, c'était une somme. Voilà, et comme la somme des DH faisait une longueur complète qui était H, donc c'était AK, et AK c'était H. Voilà, AK, c'est, ça va du point là au point là. C'était H. Voilà. Bon, maintenant, je vais modifier les choses. Je ne vais pas travailler directement avec la force, mais avec le champ. Je vais dire que c'est directement le champ variable, le champ variable qui est au point considéré. Hein, c'est une photographie, ça, parce que le champ, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est un élément de trajectoire. Hein. J'ai fait tout à l'heure voilà,
Voilà, il y en a plusieurs ici de champs, E1, E2, E3. Bon, ici c'est un parmi ceux-là. C'est un parmi ceux-là. Donc là, je vais multiplier par, voilà, il va faire une trajectoire delta L. Alors, vous reconnaissez F fois une force fois un déplacement. Ben, ici, la force, elle est considérée comme, c'est une force par unité de charge, puisque j'ai pris directement le champ. J'ai pris voilà, une force par unité de charge. Alors maintenant vient le calcul. Je vais faire E fois delta R plus delta P. Alors le E fois delta R, E fois delta P. Alors tiens, vous allez voir quelque chose de simplificateur à outrance. Quelque chose de simplificateur à outrance. Vous allez voir pourquoi. Alors regardez bien. Comment est le vecteur E et delta P? E et delta P, bon, je devrais diminuer le delta L pour voir un peu plus clair. Alors, E et delta P, si je devais faire ça en plus petit, bon, si je devais faire ça en plus petit, bon, il faudrait voir ça dans un cas de figure beaucoup plus petit. Donc là, on a un élément de trajectoire. Là, j'ai une composante, le champ, il semble provenir d'un point, voilà. Alors si je réduis ceci, ben, vous allez constater qu'à un moment donné, en réduisant la trajectoire, l'élément de trajectoire delta L, voilà, quand delta L devient très petit, on aperçoit que ben, le vecteur champ, ici qui est là, il est perpendiculaire. Ce vecteur champ, plus il devient, plus le delta ici, le delta R, non ça c'est l'azimutal, je m'excuse, le delta P, c'est le delta P, plus le delta L ici devient petit, plus le delta L devient petit, plus le delta P devient petit, et puis on se rend compte que E, on voit de plus en plus que E est perpendiculaire à delta P. Bon, c'est la première constatation. Plus quand vous faites, quand delta L devient très petit, bien on se rend compte de plus en plus que le E il est perpendiculaire à delta P. Quand delta L devient très petit. Alors maintenant, de la même manière, ici le delta R, si delta L devient très petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez voir que il va finir par se confondre avec E. Donc en fait, on va dire que E va être sur la même ligne que delta R. Donc on va voir E sera collinéaire à delta R. Bon, ce qui veut dire que là, si j'écris W est égal à... Bon, je vais rechercher l'expression pour éviter de l'écrire. Je vais rechercher cette expression-là. Voilà. C'est ici. Alors, 2W, c'est un scalaire, hein, parce que c'est un produit scalaire. Donc, bon, 2W, c'est un scalaire. Par contre, ici, j'ai un vecteur. Ici, j'ai un vecteur. Là, j'ai un vecteur. Et là, j'ai un vecteur. Alors, on vient de dire que si je fais le produit scalaire, il faut multiplier par le cosinus de l'angle entre... C'est la norme de E fois la norme de delta R fois le cosinus de l'angle entre E et DR. Et entre E et DR, si delta L devient très petit, ben, ils sont collinaires. Donc le collinaire, l'angle vaut 0. Alors maintenant, ici c'est pareil. E, la norme de E, fois la norme de delta P,
fois le cosinus de l'angle entre E et delta P. Là, c'est cosinus 90. Alors, cosinus 90, ça fait 0. Hein. Bon, voilà, ça fait 0. Là, ça tombe et il va rester W est égal à la norme de E qui fait E, la norme de delta R qui fait delta R. Tiens, tiens. Eh bien ça, ce résultat-là, on l'avait déjà connu auparavant dans les axes, quand on avait mis des axes. Alors quand on a mis des axes, là, vous avez bien vu qu'il n'y avait qu'un axe OZ. J'ai pas mis d'axe OY pour évaluer la hauteur. Je n'ai pas évalué de hauteur. Je n'ai pas évalué de hauteur. Pourquoi? Parce que le champ, il était constant, il allait dans la même direction. Donc là, c'était collinaire. E était collinaire à l'axe Z. Donc c'est pour ça qu'on prenait la distance sur Z. Pour aller de A à B, c'était la distance sur Z qu'on prenait. Et pas la distance sur Y. Parce qu'il n'y avait pas de composante de E comme ceci. Il n'y a pas de composante comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ben, ici, c'est le même. C'est vraiment la même chose. Simplement, on a ici un repère centré. On a un repère centré là où il y a une charge grand Q, qui est une charge de source qui joue l'effet voilà, de créer ce champ vis-à-vis de petit q. Petit q qui est, bien sûr, ici. Non. Une fois il était ici, une fois il était là, bon, ça dépend de ce qu'il est. Donc, on est amené à calculer, si vous voulez, voilà, dW est égal tout simplement à E fois D delta R. Donc, la composante, si vous voulez, azimutale, disparaît. Elle est indépendante de la composante azimutale, comme dans le champ constant. Dans le champ constant, on n'avait pas de... on n'avait qu'une direction du champ suivant l'axe des Y, et pas suivant l'axe des Z, et pas suivant l'axe des X. Donc la distance prise en compte, c'était Z2 moins Z1. Voilà, Z2 moins Z1. C'était la distance qu'on prenait en compte. Bah, ici, c'est la même chose. On ne regarde plus le point de vue azimutal. C'est plus qu'un point de vue radial qui rentre en jeu. Bon, maintenant, je peux calculer la somme. Alors, quand je faisais la somme au niveau ici, la somme, c'était une bête somme. Parce que c'est la somme des DH. Mais la somme des DH, c'est des éléments qui venaient s'additionner. Voilà, on additionnait. C'était une projection. Voilà, DH ici, puis une autre DH, puis une autre DH, puis une autre DH. Au total, les DH donnaient la distance H qui était en composante Z2 moins Z1. Voilà. Mais ici, qu'est-ce que ça va donner ici? E fois delta R, ben, c'est un peu la même chose, il faudra faire une somme. Donc, pour avoir la trajectoire complète, le travail de A à B, bien sûr du champ, ici j'évalue directement le champ et non plus la force, du champ c'est égal à la somme des E fois, enfin je m'excuse, la somme des delta W. C'est la somme des travaux élémentaires que prend la charge au cours de la trajectoire. La somme on sait bien que c'est la somme de E fois la composante delta R. Voilà. Donc ça c'est pour la trajectoire complète. On aura ça. Donc, bon, maintenant j'aurais pu écrire ceci. Attention qu'il manque encore quelque chose, hein, parce que bon, parce qu'ici bien sûr j'ai dû faire la somme d'éléments infinitésimaux, mais c'était facile à faire parce qu'il suffisait de faire la somme des DH. Donc ici il faut que j'ai quelque chose d'infinitésimal. Or c'est pas encore le cas. Pour avoir quelque chose d'infinitésimal, il faut que je passe à la limite. La limite quand delta W tend vers 0, donc c'est plutôt ça qu'il faut faire. Donc ça, la somme, ça ne suffit pas. Voilà, la somme ne suffit pas. Donc c'est plutôt la limite quand delta W tend vers 0, bien sûr, de la somme des E
delta L, voilà, la somme de E delta L, ben, ça c'est égal à la limite quand delta W tend vers 0, là on a un élément infinitésimal de la somme de E fois delta R, parce que E delta R vient de vous dire que c'est E delta R. Et quand on passe à la limite, uniquement quand on passe à la limite, là, vous aurez compris que c'est un calcul intégral à faire. Alors, autant on n'avait pas de calcul intégral ici, parce que, bon, c'était assez simple, la force ressortait, parce qu'elle était constante, et on pouvait le mettre en évidence de la somme, et en plus de ça, la somme de DH, on avait la DH1 plus DH2 plus DH3 plus DH4, etc., donnait voilà, un H qui allait de Z2 à Z1. Bon, là, c'était facile. Bon, maintenant, ici, c'est plus le cas. On a un champ variable. Alors, maintenant, on a un champ variable, alors qu'auparavant, on avait un champ constant. Donc, quand on passe à la limite, là, ça devient le calcul intégral. Donc, il faut évaluer au travers de toute la courbe AB l'intégrale de E dr. Parce que là, on est passé à la limite. Là. On est passé à la limite. Bon, c'est le calcul infinitésimal. Hein. Bon, ça a été trouvé. On exploite beaucoup le calcul infinitésimal pour au niveau différentiel et au niveau du calcul intégral. Auparavant, je n'ai pas fait un calcul intégral parce que la nécessité n'était pas, on n'avait pas l'usage de cette nécessité. Maintenant, j'ai plus le choix. E est variable et en plus de ça, bon, je suis passé par des éléments. Je ne suis pas passé directement par un élément infinitésimal dl, mais par un delta L. Donc il faut que je passe à un moment donné à la limite de somme, donc à l'intégrale. Bon, il y a encore quelque chose qui a changé, parce que ici il y a quelque chose qui n'est... pour avoir ceci, bien sûr, j'ai dû faire la somme, bon c'est l'intégrale bien sûr, de AB DW, hein. Je fais la même chose pour les DW. Oui, attention qu'ici c'est quand c'est delta L tend vers 0. Ouais, ici une petite erreur, parce que c'est quand delta L tend vers 0. Ouais, parce que quand delta W va tendre vers 0, ben le DL va tendre vers 0. Hein. Bon, c'est pas une erreur. Hein. C'est pas tout à fait une erreur, parce que le fait de faire tendre delta W vers 0, ben, le DL va tendre vers 0 aussi. Donc c'est pas tout à fait une erreur. J'aurais dû marquer directement delta W. Par contre, ce que j'aurais dû écrire auparavant, c'est de dire que là, on va voir, c'est égal à la somme des delta W pour delta W tendant vers 0. Ça, j'aurais dû l'écrire. À la limite, quand delta W tend vers 0. Ça, j'aurais pu écrire. Bon, et ça, vous aurez compris que c'est l'intégrale de W pour aller de A à B, sur toute la courbe. C'est une intégrale curviligne. L'intégrale curviligne de A à B, donc de dW. Voilà. Eh bien, on va calculer ça. Alors, je vous rappelle qu'on est en intégrale curviligne avec, j'ai pris, bien sûr, un repère, on va dire un repère, c'est pas un repère, c'est un repère qui part du centre avec un rayon vecteur. Un rayon vecteur. Donc j'ai un centre qui est là, avec un rayon vecteur. Alors, ce rayon vecteur, bien sûr, il faut que j'aille chercher la courbe. Voilà, il est là. Je vais commencer ici en A pour terminer en B. Alors, le premier, je vais l'appeler le rayon 1. Et le second, le rayon vecteur, fait le rayon 2. Voilà, donc ici, c'est un repère qui nécessite, si vous voulez, une origine et un rayon vecteur. Une origine et un rayon vecteur définit un point. Et donc, maintenant, tout devient facile. Pourquoi j'ai pris directement le E? Parce que la valeur de E, elle est censée être connue. Hein.
Alors je vous rappelle ce qu'elle vaut. On sait bien que la force de Coulomb, F, c'est égal à K fois Q1, Q2 sur R carré. Voilà. Si maintenant, je vais mettre grand Q, petit q pour pas les confondre. Grand Q, petit q, voilà. Si je divise par petit q, j'ai le champ. On a le champ électrostatique E. Voilà. Alors, le champ, je vous dis qu'il était variable. Alors, pourquoi est-il variable le champ? Pourquoi est-il variable? Vous aurez compris que c'est la distance. Hein. Parce que ici, en ce point-là, on a toujours petit q. Là, en ce point-là, on a toujours petit q. En ce point-là, on a toujours petit q. Ici, c'est la circulation de la charge petit q qu'on a. On a la charge petit q qui, voilà, c'est toujours petit q, qui est en interaction avec toujours grand Q. Voilà. Donc, qu'est-ce qui varie? Vous aurez compris que ce sont les rayons qui varient. Et c'est ça qui fait que le champ est variable. Et aussi la courbe qui varie. Là, elle varie en direction à cause de la courbe, mais elle varie aussi en valeur parce qu'on a des rayons différents. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, pourquoi a-t-on un champ variable? EV, c'est un champ variable. Le Q ne change pas. Le K ne change pas. Le R change. C'est le R qui change. Donc, on a un champ variable parce que les rayons vecteurs changent. Voilà. Et donc, si les rayons vecteurs changent, le Q ne change pas. Le champ changeant, la force change. On a une force variable ici. Donc, on a une force variable avec un champ dans un champ variable. Avec, bien sûr, Q, petit q. Pourquoi c'est variable? Parce que Q petit q étant constant, voilà, ils sont constants, mais on a une trajectoire constante avec un R variable. Alors, R variable engendre une force variable et dans un champ variable. Et donc, si je veux calculer mon intégrale, l'intégrale que j'ai ici, non, pas là. Si je veux calculer mon intégrale, que je vais aller rechercher, je ne sais pas ce qu'elle est, c'est pas ça. Bon, je vais enlever peut-être des pages parce que voilà, j'ai un peu trop de pages. Je vais chercher l'intégrale, je vais la calculer. Voilà, elle est là. Je vais calculer l'intégrale de AB EDR pour trouver le champ. Donc pour trouver le champ, enfin le travail, je m'excuse, le travail, pas le champ. Pour trouver le travail de A à B, du champ électrostatique, parce que j'évalue directement le champ ici, par facilité d'emploi, c'est par facilité de calcul, tout simplement, j'ai pas pris la force. Et après, vous allez voir l'expression, je peux réexprimer par rapport à la force, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais dire que c'est l'intégrale de A à B de EDR. DR. Alors, ça c'est l'intégrale bien sûr de R1 à R2. Vecteur directeur, AB c'est de vecteur directeur. On va aller il va commencer avec un rayon R1 puis il va terminer avec un rayon R2. Voilà, ça c'est le rayon vecteur. Bon, j'aurais pu mettre avec l'intégrale R, c'est qui est le rayon vecteur, R égale R1 et le rayon vecteur R égale R2. Bon, le E, je viens de le calculer ici, je vais vous montrer ce qu'il valait. C'est K fois Q sur R carré intégrale, bien sûr, entre les bornes R1 et R2, voilà, où le K vaut 1 sur 4 pi epsilon 0.
Voilà, et en calculant cette intégrale-là, bien sûr, le K, il faut qu'il disparaisse parce que je viens de le mettre. Là, alors, je vous rappelle que epsilon 0 est en farad par mètre. Epsilon 0 étant farad par mètre. Et ici, on est considéré être dans le vide. Hein. Sinon, si on n'est pas dans le vide, si c'est pas dans le vide, vous faites epsilon 0 fois la permittivité relative. Elle n'a pas de dimension. Par contre, elle a une dimension qui est en farad par mètre. Et vous avez la permittivité absolue. Là, il faudra tenir compte non pas de epsilon 0, mais de epsilon A, qui est la permittivité absolue. Mais ici, moi, je situe dans un contexte qui est soit l'air sec ou le vide. Parce que l'epsilon 0 ici équivalent plus ou moins, je veux dire, dans l'air sec ou le vide. Alors, je vous ai dit qu'est-ce qui était constant. Ben, la charge Q ne va pas varier, donc c'est une constante. Et donc, on a une intégrale de 1 sur R carré. Bon, et ça, vous aurez compris que c'est R-2, intégrer R-2 dr. Alors, ce qui fait moins 2 plus 1, c'est moins 1 sur moins 1. On va se retrouver que moins 1 sur R1. Moins 1 sur R1. Donc, bien sûr, entre les bornes R2 et R1. Bon, c'est une intégrale simple. Hein. Bon, il n'y a pas... Alors, si j'ai 1 sur R1, 1 sur R, je m'excuse, 1 sur R, moins 1 sur R, voilà. Bien sûr, entre les bornes R1 à R2, avec la constante K qui est Q sur 4 pi epsilon 0, ben, ça fait K fois moins 1 sur R2, moins, enfin plus, parce que moins par moins ça fait plus, 1 sur R1. Bon, R1, je peux dire que c'est RA. Hein. Bon, R1, c'est RA. Donc je peux dire qu'on a Q sur K pi epsilon 0. Alors R1, c'est le rayon qui va de O à A. R1, c'est le rayon qui va de O à A. Donc je peux dire que c'est moins 1, ça c'est moins 1 sur RB, parce que c'est le R2, ça va de O à B, plus 1 sur RA. Bon, ce qui veut dire que j'aurai 1 sur RB moins 1 sur RA. « 1 sur RA moins 1 sur RB. Alors, si je distribue, je vais avoir Q sur 4 pi epsilon fois 1 sur RA. Alors, le travail de E, c'est égal à ceci. Et ça, c'est le potentiel. Hein. Vous aurez compris que c'est le VA moins VB. Voilà, c'est VA moins VB. Donc, si je devais donc le produit scalaire, on va dire le produit scalaire d'un vecteur par un vecteur de déplacement, ça s'appelle une circulation. Hein. Si vous multipliez un vecteur que j'appelle V
bon, un vecteur fois produit scalaire, c'est dot product. Un vecteur fois un déplacement, un vecteur déplacement, c'est ce qu'on appelle une circulation. Donc ici, je vais mettre un vecteur directement de déplacement, L. Ça s'appelle une circulation. Une circulation, c'est ça. Vous multipliez un vecteur par un quelconque, hein, par un vecteur de déplacement, ben, vous avez ce qu'on appelle une circulation. À partir de là, je peux définir la circulation élémentaire, delta C, qui est égale à E, produit scalaire, delta L. Là, ça, c'est une circulation élémentaire, delta C. Donc, delta C représente donc la circulation élémentaire du vecteur champ associé à l'élément delta L, si vous voulez. Alors maintenant, si j'écris circulation sur une trajectoire AB, hein, une trajectoire curviligne, là, cette notation, c'est une circulation du vecteur champ le long d'une trajectoire curviligne quelconque, d'extrémité A et de, comment on appelle ça, enfin, d'origine A, je m'excuse, hein, d'origine A, d'origine A et d'extrémité B. On va dire ça comme ça. Ou si vous voulez, d'extrémité A et B. Hein, on peut dire voilà, des extrémités A et B. Alors, celui-ci peut se noter comme ça. Circulation de AB peut se noter comme ceci, circulation de AB. Dans ce cas-ci, c'est la limite quand delta L tend vers 0 de la somme de E fois delta L. Et ça, vous aurez compris que c'est l'intégrale curviligne. Hein. De A à B, c'est l'intégrale curviligne de E dl. Bon, si je reprends ceci, VA moins VB, donc notez que j'avais déjà ici E fois AB était égal à quoi dans un champ constant? Voilà, on avait trouvé que c'était Q fois E fois H, voilà, Q fois E fois Z2 moins Z1, dans un champ constant bien sûr, Q fois E fois Z1, Z2 moins Z1, et là j'avais défini le potentiel, c'était Q, voilà, ici j'ai défini le potentiel à un moment donné, voilà, le potentiel en un point quelconque, c'était moins E fois Z plus constante. Donc le travail de AB, je vais essayer de trouver cette formule-là, sachant que Q fois E fois Z2 moins Z1 est égal à Q fois VA moins VB, c'est le travail de AB. Alors que là, moi, ici, j'ai le travail, ici c'est le travail des forces électrostatiques. Hein. Le travail des forces électrostatiques, c'est Q fois VA moins VB, mais ici, je l'ai calculé dans un champ constant. Mais ici, moi, je viens de calculer le travail du champ. C'est le travail du champ ici, et pas des forces électrostatiques. Dans le champ constant, j'avais directement travaillé avec la force. Ici, j'ai travaillé avec le champ pour faciliter le calcul. Donc ici, vous voyez que c'est VA moins VB. Bon, je peux écrire aussi que la circulation
du vecteur champ électrostatique est indépendant de la force. Enfin, ici, je pourrais écrire ceci. La circulation de AB est égale à l'intégrale donc de E fois dl sur une trajectoire curviligne AB, c'est égal à VA moins VB. Bon, j'espère que c'est ça, pas VB moins VA. Bon, j'ai un peu trop de pages. Je vais essayer de supprimer parce que c'est vrai que on n'arrive plus à s'y retrouver correctement. VA moins VB. D'accord. VA moins VB. Alors, si j'écris que F E est égal à ici, je peux dire que c'est égal à moins delta V. Voilà, donc le théorème de la circulation, c'est ça. E fois dl est égal à VB, VA moins VB. Et ça, c'est pour un champ quelconque. La circulation du vecteur champ électrostatique est indépendante de la forme de la trajectoire et est égale à la différence des potentiels aux extrémités. Donc, c'est vrai pour dans un champ constant, mais c'est vrai aussi pour un, voilà, pour un champ quelconque. Ça n'a pas changé depuis. Donc, ça c'est une particularité, si vous voulez, c'est une particularité de l'expression du champ coulombien en un point. Je vous avais dit au départ que en un point, ça montre que les forces électrostatiques ne dépendent que de la position de ce point. On dit même qu'on a des forces positionnelles, hein, par opposition aux forces motionnelles, je vous l'avais dit au départ. Et donc, en particulier, ce travail est développé par ces forces et indépendant de la forme de la trajectoire, et c'est le cas pour les forces électrostatiques. Donc, on obtient un résultat qui est indépendant de la forme de la trajectoire, puisque son écriture ne dépend que des potentiels aux extrémités, c'est-à-dire en A et en B. On s'en fout de ce qui se passe en intermédiaire, je l'avais déjà expliqué dans le champ constant. Hein. C'était quelque chose de positionnel et ça ne dépendait que de ce qui était aux extrémités. Alors maintenant, je vais conjecturer la démonstration en vous disant que la démonstration est valable également pour une courbe gauche. Pourquoi? Parce que dans la démonstration, il n'est nullement requis ou recommandé que les triangles élémentaires soient coplanaires. Hein. On n'oblige pas les triangles élémentaires à être coplanaires. Alors quand je vous dis triangle élémentaire, c'était delta R, delta P, delta L égale delta R plus delta P. Hein. Voilà, on ne demande pas que, que les triangles élémentaires soient coplanaires. Bien qu'ici la démonstration soit limitée au champ coulombien, le résultat reste acquis pour les champs électrostatiques quelconques. Parce qu'en décomposant justement les charges d'une manière suffisamment fine, tout champ peut être considéré justement comme le résultat d'une superposition indéfinie de champs coulombiens. Donc je veux dire que si vous prenez un champ quelconque, ben, ici je vais le faire pour un champ coulombien,
Ben, ce sera vrai pour un champ quelconque parce que vous pouvez décomposer ce champ coulombien, on a une multitude, enfin ce champ quelconque, en une multitude de champs coulombiens. Donc on peut appliquer voilà, ce résultat à une multitude indéfinie de champs quelconques en le considérant comme coulombiens. Voilà. Et ce qu'il faut ressortir ici, c'est juste que le travail des forces électrostatiques est indépendant de la forme de la trajectoire et ne dépend que des potentiels aux extrémités. Bon, ça, je ne cesse de le redire. Bon, ça ne dépend que des potentiels aux extrémités. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut trouver en un point le potentiel. Hein. C'est pas parce que bon, on peut calculer voilà, la circulation de A à B que bon, on peut ne pas s'intéresser à un point de la trajectoire. On peut s'intéresser à un point de la trajectoire. Donc là, à ce moment, vous aurez moins EZ plus constante. Voilà. Avec Z qui est une coordonnée quelconque. Bon, delta V ici que j'ai mis là, ça représente la variation de V, c'est-à-dire de potentiel, au sens mathématique du terme quand on passe du point A au point B. Hein. Donc c'est-à-dire delta V est égal à VB moins VA. Delta V égale VB moins VA. C'est pour ça que j'ai mis un moins. On dit encore que le champ électrostatique sont à circulation conservative, sont conservatifs puisque leur circulation reste la même, quelle que soit la trajectoire d'extrémité A et B. Et justement, j'ai bien dit dans l'énoncé au départ que le champ électrique doit être électrostatique, c'est-à-dire un champ dû à des charges au repos. Et je verrai ultérieurement d'autres types de charges, enfin d'autres types de champs électriques, notamment les champs électriques induits magnétiquement. Je les verrai. Et pour ces derniers, ben, le théorème n'est pas vérifié. Le théorème n'est pas vérifié. Alors je verrai aussi dans une autre vidéo qui va suivre la forme différentielle du théorème de la circulation. Parce qu'ici, vous n'avez que encore une forme. Vous voyez, vous avez un delta V ici. Vous avez un delta V. Alors, vous aurez compris qu'il faudra retirer l'intégrale pour la voir à la forme différentielle. Ben, je le verrai dans une autre vidéo qui suivra. Et la forme différentielle va renseigner de beaucoup de choses. Donc ici, on a quelque chose qui est, on va dire, conservatif. Puisque toute intégrale curviligne, qui dépend qu'une d'une position de départ et d'une position finale, est on va dire, un processus, je veux dire, conservatif. Voilà, donc ici le champ électrostatique, il est conservatif. Alors qu'est-ce qui est conservatif aussi? C'est le champ de gravitation. Le champ de gravitation, bon, il est conservatif aussi. Il est conservatif aussi. Alors, cette conservation, on peut l'expliquer aussi par des vecteurs qui sont, on va dire, collinaires. Hein. Voilà. Quand vous avez des vecteurs qui sont les collinaires à un axe, on comprend qu'il n'y a pas de composante transversale. Et donc, fatalement, la composante transversale n'intervient pas. Donc, ça ne dépendra que d'une situation initiale et d'une situation finale, point à la ligne. Pour un vecteur qui circule d'un point A à un point B. Donc, le champ de force de gravitation est un champ conservatif, tout comme l'est le champ ici de... Le champ, comment on appelle ça le champ électrique. Le champ électrique et le champ de gravitation sont des champs dits conservatifs, pour les mêmes raisons. Parce que bon, ils ne dépendent que d'une situation initiale et d'une situation finale quand on a une circulation. Voilà, une circulation, ici dans ce cas-ci, d'une charge au travers d'une trajectoire curviligne. Voilà, je vous remercie.